Place à l'expert comptable. Cet épisode vous est proposé par votre expert comptable. Le crédit bail, le leasing, le crédit ballon et la LOA, juste pour cibler, c'est 4 contrats identiques. Ça fonctionne de la même façon. Il faut se questionner quand même sur le mode de financement général de ton véhicule. Est-ce que le véhicule, je le paye cash, je l'achète, je le loue, ou je le loue avec une option d'achat. Et on va faire un comparatif avec les indemnités kilométriques pour l'aider à se positionner sur est-ce que je le prends en perso, est-ce que j'ai les moyens de le prendre en perso aussi, ou est-ce que je le passe sur la boîte. Client, vous m'appelez avant de faire un investissement, surtout sur la voiture. On regarde ensemble, on fait le point, et comme ça, au moins, vous êtes sécurisé sur votre achat. Dans Place à l'expert comptable, je vous invite chaque mois à découvrir un expert comptable qui partage sa vision et ses conseils pour propulser et optimiser nos entreprises. Je suis Rudy Brovelli, fondateur et dirigeant de l'Agence des experts comptables, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Dans ce podcast, découvrez comment nous allons apprendre à transformer notre quotidien et mieux gérer nos entreprises grâce aux conseils d'experts comptables, de la gestion, trésorerie, pilotage, optimisation, rentabilité et j'en passe. Mon objectif, vous montrer le vrai rôle de l'expert comptable au-delà des chiffres. Et maintenant, place à l'expert comptable. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Justine Thibault, expert comptable dans le cabinet Proxilia. Justine accompagne les entreprises dans la création, transmission et restructuration en leur proposant un suivi personnalisé, adapté à la philosophie du dirigeant, alliant expertise et approche humaine. Elle offre des conseils sur mesure, centrés sur la réussite professionnelle et privée de chacun de ses clients. Écoute Justine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Rudy. Écoute, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Moi, j'ai souhaité ta participation au podcast Place à l'expert comptable pour nous éclairer sur les différentes options pour financer un véhicule d'entreprise. Quelle option choisir entre le crédit bail, la LOA, la LDD ou l'option directe? Justine nous expliquera, nous donnera même à comprendre les avantages et inconvénients de chaque solution. Mais ce n'est pas tout, car financer un véhicule implique également de connaître les implications fiscales. Quels frais pouvons-nous déduire? Est-il possible de récupérer la TVA? Et quelle est la situation concernant la taxe sur les véhicules de société? Et si nous envisageons de passer à l'électrique, nous pourrions connaître aussi les spécificités fiscales qui s'appliquent, de l'amortissement des batteries au crédit d'impôt pour l'installation de bornes de recharge. L'objectif de cet épisode est de nous apporter des conseils pour comprendre les différentes options de financement et comment notre expert comptable peut jouer un rôle crucial dans ce processus. Comme tu l'as compris, Justine, nous avons besoin de tes conseils d'expert comptable. Comment tu souhaites aborder cet épisode? Alors déjà merci Rudy pour l'invitation. C'est vrai que c'est un sujet qui est prégnant auprès de mes clients, notamment au cabinet. Moi rapidement, donc je suis expert comptable installé à Saint-Jean-de-Védas à côté de Montpellier. Donc j'ai une typologie de clientèle qui va du libéral au groupe de société. Et en fait, le sujet de la voiture, c'est un sujet qui touche tout le monde. Que ce soit l'auto-entrepreneur, le libéral dans le secteur médical ou le gérant de société, voire même le dirigeant d'un groupe de société avec un besoin de flotte complète de véhicules. C'est un sujet qui touche absolument tout le monde avec des spécificités, des réglementations fiscales, comptables et des écueils réguliers qu'on voit et donc il est important d'éviter. Et c'est le rôle en fait de l'expert comptable d'accompagner son client aussi sur des sujets comme ça. Donc c'est un très bon sujet. Je te remercie de me laisser la parole sur celui-ci. Je pense que le premier point peut-être à aborder, c'est quelle typologie de contrat en fonction du besoin du client, sachant qu'on va pas pouvoir faire quelque chose de générique, parce que c'est vraiment au cas par cas, mais peut-être déjà de donner des petits trucs et astuces ou donner au moins de l'information pour pouvoir se dire, voilà, est-ce que moi je pars sur une location avec option d'achat, un achat en direct, un crédit bail, voilà, ou une location longue durée par exemple. Ok, donc déjà, s'il se pose cette question, c'est qu'en amont, il se dit que je ne vais pas utiliser l'option frais kilométriques. Alors, tu fais bien de le préciser, il y a 2 solutions pour déduire des frais sur une structure. En effet, la première, c'est le barème forfaitaire,
indemnité kilométrique. Le deuxième, Qui change tous les ans, je crois. oui, exactement. En fait, l'administration fiscale te donne un barème annuel en fonction du kilométrage que tu fais sur ton véhicule, des chevaux fiscaux qui figurent sur ta carte grise et du carburant, parce que les indemnités kilométriques en électrique sont majorées, par exemple. Tu calcules, en fait, un montant qui est fiscalement déductible. Et ce montant-là, en fait, il faut, avant d'acheter le véhicule, se dire et avoir une réflexion, et c'est là que l'expert comptable et le rôle de l'expert comptable prend tout son sens, c'est de se dire, est-ce que je projette d'acheter tel véhicule avec telle solution de financement, est-ce que je pars sur cette solution de financement ou sur une autre? Et sur le plan fiscal, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour moi? Les indemnités kilométriques, le barème ou les frais réels? Donc en fait, il y a une vraie étude à mener au cas par client. Avant de savoir si tu pars sur les ICA ou si tu pars sur les frais réels, en fait, il faut se questionner quand même sur le mode de financement général de ton véhicule. Est-ce que le véhicule, je le paye cash, je l'achète, je le loue, ou je le loue avec une option d'achat. Et dans un temps 2, tu réfléchis sur l'option fiscale la plus avantageuse pour le client. Les ICA, le barème, il est remis à jour en mois d'avril, il me semble, de mémoire. Oui, c'est ça, exactement. Et ça arrive qu'il y a une année à une autre, en fait, il ne bouge pas? Tout à fait. Ok, ça marche. Donc, alors, en fait, déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est comment ça se passe, en fait? Moi, je vais acheter une voiture. J'hésite en fait, qu'est-ce qui me ferait hésiter, en fait, entre les frais kilométriques et de l'avoir dans la structure? Avant ça, je pense, c'est encore une fois le mode de financement. C'est-à-dire, est-ce que j'ai les moyens financiers, est-ce que j'ai le cash, tout simplement? Est-ce que je ne l'ai pas? Est-ce que j'ai besoin d'un véhicule peu cher, très cher? Est-ce que j'ai envie de me faire plaisir avec un véhicule peut-être un petit peu plus sympa? C'est la première étape à analyser, c'est celle-ci. Ensuite, le choix ICA ou achat sur la boîte, ça va dépendre en gros, de la fiscalité du véhicule. Si j'ai un client qui veut acheter un véhicule qui est très, très polluant, par exemple, je sais d'avance que fiscalement, ça va pas être intéressant pour lui, on va peut-être lui préconiser des indemnités kilométriques. Si j'ai un Le passer en personnel? Alors pas forcément, alors si c'est une société, tu l'achètes en perso et tu fais des indemnités kilométriques, pardon. Si c'est une entreprise individuelle, par exemple, l'entreprise individuelle, le nom de l'entreprise individuelle, c'est le même nom que le client, donc le client achète la voiture et ensuite en fin d'année, on regarde qu'est-ce qui est le plus intéressant entre je passe les frais réels ou je fais les indemnités kilométriques. Ah, ça peut se faire, d'accord, au bout de l'année, en fait, de l'achat du véhicule. En fait, ça, on regarde si tu veux, vu que le nom sur la carte grise, ça va être le nom du client. Et c'est le même? Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui est le plus avantageux, en fait? Ouais, d'accord. OK, ouais. Que contrairement si tu es en société, en fait, c'est dès le départ, il faut choisir est-ce que c'est société ou est-ce que c'est en perso, ouais. Exactement. Donc ça, on va faire une simulation avec le client en fonction de, la consommation, kilométrique qu'il va faire. Est-ce qu'il va beaucoup rouler, pas beaucoup rouler? En fonction des frais qui sont prévisibles sur le véhicule. S'il achète un véhicule neuf, il y aura moins de frais qu'un véhicule d'occasion, par exemple. En prenant en compte, le carburant, l'assurance de la voiture, on va mettre tout ça bout à bout et on va faire un comparatif avec les indemnités kilométriques pour l'aider à se positionner sur est-ce que je le prends en perso? Est-ce que j'ai les moyens de le prendre en perso aussi? Ou est-ce que je le passe sur la boîte? Est-ce que la particularité, si je prends les ICA, c'est que les frais concernant le véhicule, ils sont à ma charge? Tout à fait, exactement. On peut pas avoir, le beurre et l'argent du beurre. Et l'argent du beurre, c'est ça, ouais. Donc c'est un petit calcul à faire, c'est-à-dire que dans ton petit barème, en fait, tu prends en considération aussi, tous ces frais, d'assurance, de réparation, d'entretien et cetera, quoi. Changement des pneus et compagnie, quoi. En fait, les indemnités kilométriques couvrent le carburant, l'entretien du véhicule, l'assurance et ce qu'on appelle l'amortissement du véhicule, c'est-à-dire, la charge d'usure du véhicule ou les loyers si tu es en leasing. Et donc une fois c'est une analyse, si tu veux, qui se fait au global. C'est-à-dire que, mon client va me dire: «J'ai tel projet d'achat sur tel véhicule» et en fonction de ce que lui va m'indiquer précisément sur les kilomètres parcourus, l'assurance qu'il va avoir, on va faire une sorte de prévisionnel, si tu veux, sur, l'utilisation du véhicule pour déterminer avec lui quelle est la meilleure option fiscale, financière pour lui. Donc c'est vraiment du cas par cas. Ça peut pas être générique. Tu peux pas avoir un conseil générique sur l'achat d'un véhicule, ça dépend de tellement de paramètres qui sont propres aux dirigeants que, c'est en ça que l'expert comptable qui connaît son client, qui connaît son mode de consommation et son mode de consommation des véhicules et ce qui est important pour lui, il va pouvoir l'aiguiller sur ce qui va être le plus pertinent pour lui. Oui, c'est comme, choisir un statut juridique, en fait, c'est au cas par cas, quoi, c'est exactement pareil. Exactement.
Et donc, je vais juste revenir sur un truc, c'est par rapport à ce rôle de l'expert comptable. Souvent, en fait, des dirigeants ne pensent pas, en fait, à contacter leur expert comptable pour, l'achat d'un véhicule de société ou même, tu sais, dans le genre, les artisans dans le bâtiment, en fait, ils vont acheter un fourgon et cetera. Ils se disent: «Bah, j'ai un peu de cash tout de suite», toi, tu dis: «Non, non, surtout pas», c'est ça? Contactez-nous. Surtout pas. Alors, moi, pour le coup, dès l'entretien avec un prospect, par exemple, j'en parle. Je leur dis: «Si jamais vous êtes amené à faire un investissement véhicule, que ce soit perso ou pro, vous m'appelez avant. Avant de signer quoi que ce soit avec le concessionnaire, vous m'appelez et on regarde». Parce qu'en fait, on a trop souvent des clients qui se retrouvent, bloqués dans des contrats, par exemple, de leasing ou de LLD sur des véhicules qui sont fiscalement pas intéressants, sur lesquels il y aurait eu des optimisations fiscales énormes à faire et en fait, finalement, le client, il a signé son contrat, il est bloqué pendant 3 ans et puis il me dit: «Bah mince, si j'avais su, je vous aurais appelé». Donc ça fait partie des sujets où moi je dis systématiquement aux clients: «Vous m'appelez avant de faire un investissement, surtout sur la voiture. On regarde ensemble, on fait le point et comme ça, au moins, vous êtes sécurisés sur votre achat». Vous avez une vision, en fait, de ce qui serait le mieux pour vous, en fait, c'est ça? Exactement. OK, ouais, top, OK. Et donc à contrario, si tu as une société qui vient te voir et dès le départ, ils disent: «On a un projet on va dire alors je sais pas, d'acquérir ou de louer, je sais pas quel est le terme, de financer, 10 véhicules». Là, tu as pas du tout le côté IK, en fait, tu l'oublies, quoi. C'est directement, en fait, bah, on les prend dans la société et puis là, c'est parti, quoi. On développe la stratégie. Est-ce qu'on la loue? Est-ce qu'on l'achète? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? OK, ouais. Après, ça dépend. Si c'est, un groupe de sociétés où il y a 10 associés, 10 dirigeants, par exemple, et que chacun veut un véhicule individuel, on peut peut-être faire du cas par cas. Mais en général, quand tu as une structure qui vient avec un besoin de 10 véhicules, c'est qu'ils ont des commerciaux en interne ou des équipes à équiper et l'objectif, n'est pas le même. OK, ça marche. Donc une fois qu'on a fait ce comparatif, cette comparaison, à partir de là, en fait, c'est quoi la next step? Bah, déjà, moi, ce que je peux peut-être, dire de façon un peu générique, un conseil un peu global ou des questions ou des pistes à se poser pour peut-être les auditeurs qui se poseraient la question. Entre le choix de, crédit bail ou, enfin, le crédit bail, le leasing, le crédit ballon et la LOA, juste pour cibler, c'est 4 contrats identiques. Ça fonctionne de la même façon. Ah ouais? Oui, c'est la même chose. C'est la même typologie de contrat. Après, il y a des spécificités un petit peu, dans chaque contrat, mais la base sous-jacente, c'est un contrat entre 3 personnes, le financeur, le client qui va acheter la voiture et le vendeur concessionnaire qui la vend. Le financeur, c'est soit la banque, soit la société de financement de leasing qui va acheter le véhicule auprès du concessionnaire pour la louer au client utilisateur. Dans le contrat de crédit bail de leasing, de crédit ballon ou de LOA, la spécificité, c'est que le client a la possibilité de faire une option d'achat, c'est-à-dire d'acheter le véhicule à la fin du contrat à un prix qui est déjà déterminé à l'origine lorsqu'on signe le contrat. Donc tu t'engages sur 3 ans à le louer sur un certain prix, un certain montant, et à la fin, tu as la possibilité soit de rendre le véhicule, soit de l'acheter à un prix qui a déjà été négocié à l'origine. Donc les concessionnaires qui vous disent le crédit ballon, le LOA, le LLD, c'est des contrats différents, sur, le principe juridique de base, c'est la même chose. C'est je loue et si jamais à la sortie je veux racheter, je rachète à un prix qui est déjà négocié à l'origine. L'avantage d'un crédit bail ou d'un leasing, d'une LOA, voilà, on a compris que c'était la même typologie de contrat, c'est que le propriétaire du véhicule, c'est pas le client. Le propriétaire du véhicule, c'est le financeur. Pendant la durée du financement. Exactement. C'est d'ailleurs son nom qui figure sur la carte grise. Si tu regardes la carte grise d'un bien en LOA, tu jamais marqué le nom du client. L'avantage, c'est que s'il y a un problème sur la voiture, eh ben, c'est le financeur qui est chargé de réparer le véhicule. Il y a un problème mécanique, X ou Y, sur le véhicule. Le financeur, lui, il s'est engagé à te louer un véhicule, donc à te fournir un véhicule pour que tu puisses l'utiliser. Donc si tu as un problème, une problématique quelconque, qui n'est pas de ton fait, hein, bien Oui, c'est évidemment, pas de ton fait, ouais, c'est ça, une panne, ouais, qui est pas de ton fait, ouais. une panne, quelque chose, en fait, ça sécurise le client qui est assuré d'avoir son véhicule pour pouvoir faire ses déplacements professionnels. OK, c'est comme si ça serait une location classique, courte durée, quoi. Mmh. Exactement. Tu es assuré que le financeur, prenne en charge, au moins les réparations ou te fournisse, un véhicule de remplacement, quoi. Après, il faut voir contrat par contrat, les spécificités, de chaque contrat. Mais dans le principe général, tu as une sécurité, une garantie avec le crédit bail que tu n'as pas quand tu achètes, et que c'est toi qui es le propriétaire du véhicule. Ouais, le crédit bail, la définition exacte du crédit bail, c'est un crédit? La définition du crédit bail, c'est un contrat entre 3 personnes, le financeur, le concessionnaire qui vend la voiture et le client qui va l'utiliser. Le financeur achète la voiture auprès du concessionnaire et va le louer au client utilisateur
qui va payer des loyers sur une certaine durée, avec possibilité à la sortie de lever une option d'achat pour pouvoir acquérir le véhicule ou se laisser la possibilité de le restituer si jamais le véhicule a perdu de la valeur. Ça peut être très intéressant, notamment dans l'électrique, par exemple, puisque tu connais la valeur du véhicule électrique à aujourd'hui. Si demain, il y a une nouvelle technologie qui sort, un changement quelconque, tu connais pas la valeur de ton véhicule dans 4 ans ou dans 5 ans. Il y a peut-être une déconne qui peut être extrêmement importante. Et donc, ça peut te laisser la possibilité de rendre le véhicule si jamais il a perdu de la valeur ou de le racheter si tu fais une bonne opération. OK, d'accord. Et c'est quoi la différence entre donc le crédit bail et le LOA? Parce que je pensais que le LOA, c'était justement cette, cette spécificité avec, l'option d'achat, en fait. C'est pareil. C'est pareil? Le leasing, le crédit bail, le LOA ou même le crédit ballon, OK. c'est pareil. Enfin, si tu veux, juridiquement parlant, Ouais, sur la structure, quoi. la structure du contrat fonctionne de la même façon. Après, ce qui va différencier, c'est est-ce que le destinataire pardon, du contrat, est-ce que c'est un client particulier ou un client professionnel? Ce qui peut varier, c'est le montant de l'option d'achat à la fin, qui va être plus ou moins élevé selon la typologie du contrat. Mais sur la base, c'est le même principe. Donc en fait, il y a 3 typologies d'utilisation d'une voiture. C'est soit je l'achète, je fais un crédit ou je la paye cash, mais je l'achète, je suis propriétaire du véhicule. Soit je fais un crédit bail, donc je la loue sur une certaine durée et je me laisse la possibilité de l'acheter à la sortie. Soit je la loue par un contrat de location longue durée, par exemple. Et là, par contre, c'est que de la location et j'ai pas cette possibilité d'acheter le véhicule à la sortie du contrat. C'est ça. À la fin, tu dois la rendre au bout de 2 ou 4 ans, quoi. Exactement. Moi, personnellement, mon avis, les contrats de LLD, je trouve pas ça pertinent. Si je fais le parallèle, c'est un peu comme si je te dis, est-ce que tu préfères louer un appartement ou investir et l'acheter? Bah, c'est un petit peu pareil avec le véhicule, tu vois? Ouais. Et l'idée, c'est pour te durer ça. C'est ça. Même alors la courte durée coûte très cher, mais même la longue durée coûte cher et tu vas, en fait, payer des loyers à fonds perdus tous les mois, qui peuvent parfois être quand même, onéreux, sans avoir la valeur du véhicule à la sortie, ni même te laisser la possibilité de l'acheter. De l'acheter, ouais. Après, je pense que ça, c'est peut-être plus sur des types de personnes qui souhaitent, avoir des voitures, qui veulent changer régulièrement, avoir des voitures peut-être toujours neuves. Ils sont peut-être pas dans une dynamique, tu vois, financière, fiscale. Ils sont plutôt dans un truc, je me fais plaisir, tous les 2 ans, j'ai rien à penser, tu vois? C'est je pense que l'état d'esprit n'est pas le même, tu vois? Tout à fait. C'est pour ça que c'est hyper important pour, moi en qualité d'expert comptable, en fait, de discuter avec mon client, de connaître quel est son besoin, quelle est sa philosophie, comment est-ce qu'il perçoit l'utilisation d'un véhicule. Est-ce qu'il va me dire: «Moi, c'est hyper important pour moi d'être propriétaire du véhicule, je conçois pas de louer quelque chose, je veux que le véhicule m'appartienne». Bon, bah, déjà, on sait sur quoi on s'oriente. Si, j'ai quelqu'un qui me dit: «Non, moi je vois ça comme un bien de consommation, au même titre que, n'importe quel consommable de ma société», bon, ben, on va peut-être, étudier la possibilité d'un LLD si jamais il y a, un taux intéressant ou des conditions financières intéressantes. Ouais, j'ai mon coiffeur, en fait, qui, principe ce système, en fait, avec son expert comptable de LLD. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est que donc quand il doit restituer le véhicule au bout de 2 à 4 ans, ils sont quand même assez, pointilleux, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a un pet, c'est boum, c'est 100 € en moins. Dès qu'il y a ça, c'est 50 € en moins et puis à la fin, en fait, ça fait une petite ardoise quand même de 4 000 balles, quoi, cette histoire. Exactement. Ça, Donc c'est ça, il faut le prendre en compte, quand même. l'inconvénient principal du LLD ou enfin de la LLD pardon, ou du crédit bail si tu n'envisages pas de racheter le véhicule. Bon, si tu rachètes ton véhicule mais que, il y a des pets, bon, bah, c'est pas grave, c'est pour ta charge. Si tu le restitues, il y a des frais de remise en état qui peuvent être très significatifs et l'autre point souvent qu'on ne maîtrise pas, mais ça, c'est vraiment le rôle de l'expert comptable d'aller, le présenter à son client, c'est de calculer le taux d'intérêt sous-jacent du contrat. Alors un peu technique, en gros, un crédit bail, en gros, si tu veux, c'est un crédit déguisé quelque part. Le financeur, il t'applique un taux d'intérêt sur tes loyers. Le fameux TEJ. Que oui, toi, tu le vois pas forcément ton taux d'intérêt sous-jacent du contrat, il est même parfois pas noté dans le contrat ou du moins pas dans la proposition commerciale que le client lit et en fait Dans les conditions générales de vente. exactement et nous, experts comptables, on a, des tableurs de calcul qui nous permettent de remonter ce taux et ça m'est souvent arrivé de remonter des taux à 15-20 points en disant à mon client: «OK, la banque te finance, à 5 ta voiture, mais est-ce que tu préfères l'acheter à 5 ou, financer avec un taux sous-jacent de contrat à 20 points?» Et ça, c'est vraiment un point important. C'est un peu technique, mais pour moi, c'est hyper important de le présenter au client parce que c'est pas quelque chose que le concessionnaire va forcément aborder, si tu veux, dans l'opération d'achat. Eh oui, je comprends, bah oui.
Eh oui. J'allais dire, c'est pas son rôle ou pas son devoir, mais c'est pas, on va dire, s'il fait ça, en fait, il se tue un peu tout seul, quoi. Exactement. Après, il y a d'autres éléments qui peuvent te pousser à quand même prendre un crédit bail, hein, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Le fait que, tu sois pas propriétaire du véhicule, que, tu te préserves sur l'aléa de la valeur du véhicule dans 4 ou 5 ans, notamment sur l'électrique. Aujourd'hui, tu achètes un véhicule électrique, demain, le concessionnaire sort une nouvelle techno, ton véhicule, il a perdu, 20 de sa valeur, dans 4 ans, il vaut, quasiment rien, tu le restitues, dans les faits, pas trop perdu d'argent. Et oui, ouais, oui, c'est l'avantage, ouais. Alors que tu l'aurais acheté, Si tu l'as acheté, bah, tu le gardes. mais tu le gardes, en fait, il a une valeur au final, tu l'as peut-être payé très cher pour la valeur de revente au final est pas significative. Donc tu n'auras pas fait une super opération. Le leasing, moi, me paraît intéressant quand on est sur, des nouvelles technologies, électriques, alors l'hybride, ça va encore, mais l'hydrogène qui va pas tarder à sortir, par exemple. Quelqu'un qui veut acheter un véhicule, sur une techno hydrogène, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Je ne conseillerais pas à mon client d'acheter un véhicule neuf en hydrogène, ne sachant pas, la valeur du véhicule dans 2, 3 ou 4 ans, quoi. OK, je comprends, ouais. Ouais, ouais, donc cette option un petit peu d'achat, en fait, lui permet, d'être flexible en disant: «Bah, tout compte fait, ça a perdu, je vous le redonne et là, je perds rien». Ou à l'inverse, il y a une bonne dynamique, il y a une croissance, je le rachète et puis, je continue ma vie avec ce véhicule, ouais. Exactement, et j'ai même des clients qui font des coûts financiers sur ça, c'est-à-dire qu'ils rachètent le véhicule sur la valeur d'option, mettons, 15 000 €. Au moment où ils lèvent l'option, ils regardent sur le marché un petit peu, la voiture vaut peut-être 20 000. Ils la revendent 20 000, ils font une plus-value de 5 000 € sur le véhicule. Ah ouais, et après ils repartent sur un autre Ils projet, quoi. repartent sur autre chose. OK, ouais, Exactement, et ils se sont fait, en fait, une valeur ajoutée de 5 000, quoi. Excellent, quoi. exactement. Donc ça, c'est la typologie du contrat, si tu veux. On essaye d'orienter en fonction du véhicule, du mode de consommation du client, comment il roule, est-ce qu'il est précautionneux avec son véhicule, ou pas du tout. Si tu sais que tu vas avoir, 8 000 € de frais de réparation, pour restituer le véhicule, bon, tu pars pas sur un crédit bail, ou alors faut vraiment que l'opération soit intéressante financièrement. Donc il y a un peu cette philosophie client à prendre en compte aussi. Ouais, que l'on soit sur, un crédit bail, un LOA, un LDD, tout ça, c'est que des voitures neuves, on est bien d'accord? Non, pas du tout. Tu peux avoir du crédit bail, sur de la voiture d'occasion. Alors tous les concessionnaires le font pas, mais tu peux faire un crédit bail sur une voiture d'occasion. Le crédit bail, c'est le mode de financement. En fait, au lieu d'acheter une voiture neuve, le financeur va acheter une voiture d'occasion et te la louer. Mais ça peut se faire. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a des différenciations, si c'est des véhicules de société, tu sais, trafic, camions, fourgons, et cetera? Est-ce qu'il y a des spécificités ou pas? Alors c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, là, je me suis plus concentrée sur la partie véhicule, VP classique, voiture 5 places, parce que le véhicule utilitaire, le trafic, le camion, lui, dans tous les cas, en termes fiscal, tu déduis 100. Donc sur le mode de financement, ça va être juste d'étudier, un petit peu le taux sous-jacent du contrat, s'il te le propose en crédit bail, versus, le taux d'emprunt que la banque te propose pour financer ton camion. Il y a pas de choix spécifique sur le plan fiscal entre le véhicule hybride ou le véhicule électrique ou le véhicule, thermique, puisque dans tous les cas, un véhicule utilitaire, tu peux déduire 100 de ton véhicule. Ce qui n'est pas le cas pour un véhicule, 5 places ou 4 places, classique. Ah, tu peux déduire 100 de ton véhicule, d'accord, sur l'année utilitaire. OK, ouais. Oui, parce qu'en fait, ça fait que du en gros, c'est pour faire que du business, quoi. C'est ça, en fait, l'idée, quoi. Ça sert que à 100 à ton «business», entre guillemets, quoi. Que contrairement à un véhicule de 5 places, ça peut aussi servir pour toi et ta famille, quoi. Exactement. Les seuls cas où on appelle ça des véhicules de tourisme, les véhicules 5 places. Le seul cas où un véhicule de tourisme peut être, déduit à 100 et faire l'objet d'une récupération de TVA, c'est uniquement pour, les taxis et les auto-écoles. Parce que l'activité même nécessite un véhicule. OK, ouais. Et alors sur cette dynamique, comment dire, voiture électrique, là, il y a des spécificités parce qu'on dit, il faut t'installer une borne à l'entreprise ou chez toi, et cetera. Tout à l'heure, on parlait justement de pouvoir amortir les batteries, tu vois? Je savais même pas qu'on pouvait amortir les batteries. C'est quoi ton petit retour sur ça, tes conseils? En fait, peut-être préciser à la base, fiscalement, on ne va pas pouvoir déduire fiscalement le même montant en fonction du taux de CO2 émis par le véhicule. C'est-à-dire que plus un véhicule est polluant, moins tu peux déduire fiscalement, peu importe la valeur d'achat du véhicule, hein. Et je fais juste un parallèle avec ça parce que c'est quelque chose qui est souvent dit en concession par les concessionnaires et qui est totalement faux et qui, moi, m'exaspère en qualité d'expert comptable. La déduction en termes de loyer sur un leasing
ou un amortissement comptable n'est jamais fonction du mode de financement. C'est pas parce que tu pars sur un crédit bail ou une LLD que tu vas pouvoir déduire plus que si tu achètes le véhicule. La déductibilité fiscale, elle est fonction uniquement prix d'achat du véhicule et du taux de CO2 émis par le véhicule. En aucun cas, à l'intérieur, tu as le mode de financement qui rentre en considération. C'est-à-dire que si tu achètes un véhicule très polluant et que le concessionnaire te dit pars sur un crédit bas ou sur une location, tu pourras déduire 100% de tes loyers, c'est totalement faux. Tu as une quote-part de loyer qui n'est pas déductible et qui sera réintégrée fiscalement dans ton résultat fiscal à la fin de l'année. Et ça, les concessionnaires, 9 fois sur 10, ils omettent de te le dire. Sauf ceux qui vendent de l'électrique. Parce que c'est quoi? C'est Parce stratégique? que c'est pas stratégique. Sauf ceux qui vendent de l'électrique parce que eux, du coup, c'est un argument de vente. Donc eux, ils te le précisent bien que ça va être 100% déductible. Dans ce cas-là, tu es exonéré, c'est ça? Quand tu es en véhicule électrique, le plafond de déduction fiscale, il est de 30 000 euros. Et ce plafond de déduction fiscale, c'est un plafond hors prix de la batterie. Donc si je te donne un exemple très simple, j'achète une voiture 50 000 euros, j'ai 20 000 euros de coût de batterie, 30 000 euros de coût de voiture, je vais pouvoir déduire 100% des 50 000 euros sur mon véhicule. Parce que c'est un véhicule électrique. L'amortissement que tu vas pratiquer ou le loyer que tu vas déduire, en fait, il va être le loyer défiscalisable. Il va être calculé en fonction du plafond, du barème, qui lui est fonction du taux de CO2 émis par le véhicule. Véhicule électrique égale 30 000 euros de déduction. La spécificité des véhicules électriques, c'est qu'on prend en compte le coût de la voiture hors batterie et on amortit la batterie à part. Ce qui fait que la batterie, si tu veux, qui est quand même une valeur importante sur le prix du véhicule, te permet en fait d'aller au-delà des plafonds fiscaux. Ok, ouais. Comment ils font le ratio entre le coût de la voiture et la batterie? C'est quoi? C'est le constructeur? Alors ça, c'est le concessionnaire qui te le dit quand tu achètes la voiture. Et ça, c'est un élément important où moi, je demande systématiquement à mes clients, je leur dis, faites figurer le coût de la batterie sur votre facture. Parce que moi, ça me permet derrière, quand on passe soit les loyers, soit l'amortissement du véhicule en compta, de pouvoir défiscaliser davantage, parce que je vais défiscaliser mes 30 000 euros sur mon prix de voiture, plus l'amortissement sur la batterie. Mais pour ça, il faut que le montant de la batterie figure sur la facture. Si tu n'as pas l'information, tu peux pas le savoir. Donc ça, c'est un point très important. En amont, en fait, de l'achat, eh oui, de bien demander au concessionnaire de mettre, comment dire, le coût de la batterie, ouais. Et ça, normalement, il doit le savoir, il doit l'avoir, en fait, cette information. Ah oui, ils l'ont. Surtout pour l'électrique, ils l'ont. On constatera que le prix des batteries en hybride est beaucoup moins important. Donc en fait, cet effet de levier, tu l'as quasiment que sur de l'électrique. Mais aujourd'hui, tu vas chez, je sais pas si on peut citer une marque, mais BMW par exemple, ou chez Tesla, on va citer deux. Tesla, aujourd'hui, tu achètes un modèle Y à 50 000 euros avec les options, changement de la couleur, etc. Tu peux quasiment tout déduire parce que le prix de la voiture hors batterie, va être dans le cadre des 30 000 euros. Et le complément, ça sera la batterie. En comparaison, un véhicule hybride, c'est 20 300 euros d'amortissement. Donc en fait, le gap, il est énorme. Entre un thermique, tu es à 18 300, un thermique pas trop polluant. L'hybride, 20 300, l'électrique, 30 000, plus prix de batterie. Et c'est ça qui fait que l'électrique est intéressant en société, parce qu'en fait, tu peux aller toucher des typologies de véhicules un peu plus sympas, avec des marques un peu plus chouettes, confort dans le véhicule, etc., pour au final un prix plus cher, certes, mais que tu peux déduire à 100% sur ta voiture, sur ta société, pardon. Parce que ça doit jouer quand même beaucoup dans comment dire, le choix du véhicule par rapport à cette fameuse taxe sur les sociétés, quoi. En disant, bah là, le véhicule que vous avez choisi, ça va vous coûter plusieurs milliers d'euros à l'année. Essayez de voir un petit peu, peut-être d'aller chercher un hybride. Est-ce que toi, tu l'orientes sur ça ou il y a déjà une comparaison ou pas? En fait, nous, quand on fait une analyse véhicule pour un client, on prend en compte tous les paramètres. Donc, ce que je te disais, la philosophie du client, le mode de financement, le véhicule qu'il souhaite acquérir. Et on fait une analyse par véhicule. C'est-à-dire que si mon client me dit j'hésite entre un véhicule hybride, un véhicule électrique ou un véhicule thermique, eh ben, on va faire 3 études pour pouvoir lui dire ça va te coûter tant à la fin. Pour la TVS, très sincèrement, au final, c'est pas l'élément qui va être déterminant dans le choix du véhicule. Alors sauf si le véhicule est très très polluant, dans ces cas-là, ça peut être rédhibitoire. Mais entre un hybride et un électrique, par exemple, tu vas avoir des petites différences, mais ça va pas être majeur au niveau de la TVS. Parce que moi, à l'époque, j'avais un véhicule qui était polluant et on devait le passer en société. Et quand j'ai pris connaissance du montant à l'année, ben, en fait, on est passé en ICA, quoi. Parce que en fait, comme tu disais, la comparaison était quand même trop importante, quoi.
Donc ça fait partie des calculs qu'on fait. Donc on estime le montant de la TVS, pour le véhicule que le client a sélectionné. Après sur les véhicules, les véhicules neufs, qu'on voit qui sortent maintenant, il y a quand même des normes écologiques qui font que les TVS ne sont pas si énormes que ça. C'est sûr que si tu achètes, un véhicule thermique, très polluant, et d'occasion, la première réflexion c'est oui, est-ce qu'on connaît le coût de la TVS? Est-ce qu'on peut l'estimer? Et en effet 9 chances sur 10 qu'on le passe pas sur la société à cause de ça. Mais en règle générale, le conseil qu'on donne nous, c'est, le client lambda qui vient me voir, c'est je rachète un véhicule neuf en règle générale. Alors tu peux l'acheter d'occasion, mais souvent c'est, j'ai un gros investissement à faire parce que je rachète un véhicule neuf. Qu'est-ce que vous me conseillez? Donc on voit avec lui aussi, eh beh, est-ce que l'électrique ça le tente ou pas? Parce que ça correspond pas non plus au mode de consommation de tous les clients. Mais souvent, on oriente là-dessus. Sur le plan fiscal, c'est quand même ce qui est le plus intéressant. OK, ouais. Puis, fais une petite parenthèse qui est peut-être aussi, aider en fait les personnes qui écoutent cet épisode. Sur le site de l'agence, on met à disposition en fait pour, les clients des experts comptables. Donc ça se retrouve en fait sur les sites web des experts comptables in fine, des petits calculs comme ça en fait, frais kilométriques. Là, on est en train de sortir le calcul sur les, taxes sur les véhicules de société, ce qu'on parlait. Et donc ça permet en fait déjà de se faire une petite idée et après grâce à ça, après contacter l'expert comptable pour, dire: «Bah, voilà, j'ai fait un point sur votre site, j'ai vu ça et est-ce qu'on peut en parler?» Et puis, bah, ça amorce en fait, le début du projet, quoi. Voilà, je fais la petite parenthèse. Si on revient juste sur, avant de finaliser cet épisode, si on revient juste sur la partie, électrique et par rapport à cette partie, borne, comment ça fonctionne? Est-ce que, il y a il y a des exonérations? Il y a un coût? Combien ça coûte mettre une borne? Est-ce que la borne, c'est obligatoire? Ceci, cela? C'est quoi ton retour par rapport à ça? Alors la borne de recharge, il faut déjà voir où est-ce que tu l'installes. Est-ce que tu l'installes au domicile du dirigeant ou sur le lieu d'exercice professionnel? Si elle est installée, en bas des bureaux par exemple, la société peut prendre en charge, 100 du prix de la borne, il y a aucun souci puisque, bah, ça sera sur le lieu d'exercice professionnel. Si tu l'installes au domicile du dirigeant, et c'est possible de refacturer, par exemple, la consommation électrique que tu vas avoir, en qualité de dirigeant pour faire tes déplacements professionnels. C'est possible de la refacturer puisque, bah, tu utilises, de l'électricité que tu as payée toi pour pouvoir, faire des déplacements pro. Par contre, la difficulté, c'est de savoir, comment je l'évalue? Quel est le prix du kilowattheure? Comment est-ce que je connais, le montant des kilomètres professionnels parcourus versus le montant des kilomètres personnels? C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Après, si tu l'installes en perso, tu peux bénéficier d'un crédit d'impôt, mais qui est franchement assez limité. C'est maximum 500 €. Quand tu vois le prix des bornes, bon, ça peut valoir le coup, hein, mais ça reste assez limité. Globalement, moi, le retour que j'en ai, les clients mettent pas forcément de bornes. Ils installent une prise électrique. Une prise électrique, superchargeur quoi, un spécial quoi? Ouais, pour pouvoir recharger la voiture chez eux et ensuite, ils font un calcul avec, le coût du kilowattheure et le montant des kilomètres professionnels parcourus. En fait, ils le refacturent à la société. OK, OK. Si le dirigeant, le même lieu, c'est son travail et sa maison, son habitation personnelle? Pas forcément. Non, mais comment ça se passe en termes de est-ce que la charge de la prise peut être pris par la société? Si tout est au même lieu, en fait? Ah, mais si ton lieu de travail, c'est ta résidence, principale, la société peut te prendre en charge le coût d'installation de la borne. Par contre, à l'inverse, la quote-part d'utilisation personnelle, il faudra la retraiter. C'est-à-dire que tu pourras pas déduire 100 de l'installation de la borne sur la société, puisque c'est une charge mixte. Tu l'utilises à la fois pour le pro, à la fois pour le perso. En fait, c'est un 50-50, on va dire. Ouais, OK, ouais. Ça dépend de la consommation de ton client. Si tu as un VRP qui, utilise, Ouais, qui est tout le temps sur la route. voilà, son véhicule, que pour le pro, bon, bah, tu pourras déduire 100. Si tu as par exemple un deuxième véhicule que tu utilises pour les déplacements personnels, tu peux tout à fait, dire: «Bah, mon véhicule pro, je ne l'utilise que pour le pro et beh, tout ce que je mets, en charge, en frais, en dépenses à l'intérieur, je le déduis sur ma structure». Il faut que le véhicule par contre soit au nom de la société. Sinon, comme on disait tout à l'heure, tu es sur les indemnités kilométriques. La première chose à savoir, c'est qui est le propriétaire du véhicule. Si c'est le dirigeant, personne physique qui est propriétaire du véhicule, dans tous les cas, on ne pourra rien passer sur la société. On fera passer uniquement des indemnités kilométriques sur la société. Si c'est la société qui est propriétaire du véhicule, ça veut dire qu'elle doit prendre en charge, bah, les frais d'assurance, les frais d'entretien, les frais de carburant. Si le carburant, c'est de l'électrique et que l'électrique est consommé à domicile, au domicile du dirigeant, le dirigeant peut refacturer cette électricité consommée à la société, mais encore faut-il l'évaluer de façon fiable. Ça, c'est pour éviter toute controverse avec l'administration fiscale. Et tout abus, ouais. Et oui, c'est sûr, ouais.
OK, ouais. Et si tu aurais le mot de la fin, ça serait lequel? Le mot de la fin, ce serait de contacter son expert comptable avant de faire un investissement, véhicule pour, étudier au cas par cas, en fonction du dirigeant, de sa consommation, le véhicule qui est le plus adapté pour lui et sur lequel il pourra faire une défiscalisation la plus importante possible. C'est vrai que ça revient souvent ça, hein. C'est, toujours en fait, je sais pas si c'est de la peur ou si c'est de l'impatience, mais contactez avant en fait, votre expert comptable pour justement en fait qu'il vous donne, une première approche et peut-être éviter des erreurs, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, hein. Qu'un artisan avait acheté comment dire? Un trafic et puis il s'est rendu compte au bout du compte que, bah, en fait il était parti dans une dynamique où la première année, il avait un peu de trésorerie, la boîte commençait à bien marcher et donc il a vu, qu'il avait de la trésorerie, il a acheté cash. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'année, l'URSSAF lui a demandé une régule et il n'avait pas, fait gaffe à ça, en fait. Que si l'expert comptable, il l'aurait eu contacté en disant: «Voilà, j'envisage d'acheter ça, est-ce que vous en pensez?» Et là, comme tout à l'heure tu disais, bah, tu lui dresses, en fait, une situation, des comparatifs et là, tu vas moins au casse-pipe, quoi. Tu lui donnes plus une direction, en fait, où tu veux aller, quoi. OK. Donc si on résumerait cet épisode dans 5 points, je dirais que premièrement, la LOA, la LDD ou l'achat, chaque option a des impacts fiscaux à considérer, comme tu l'expliquais, Justine. Deuxième point, les véhicules électriques offrent des déductions maximales, contrairement aux véhicules polluants. Troisième point, et ça tu l'as bien souligné, Justine, consultez votre expert comptable avant toute décision pour éviter les erreurs et les optimisations fiscales que vous pouvez mettre en place. Quatrième point, les véhicules électriques bénéficient d'un traitement fiscal favorable, y compris sur les bornes de recharge. Et dernier point, avant de s'engager dans l'acquisition d'un véhicule, prenez en compte l'ensemble des frais d'entretien, de remise en état et de consommation. Excellent. Merci Justine pour tous tes conseils. Merci à toi. Je pense qu'à mon avis, il y a une bonne base de réflexion et puis voilà, pour pouvoir réfléchir à cet achat de véhicule. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par un expert comptable. Cet épisode vous a plu? Partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs à faire décoller leur business. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Kevin Dussault, expert comptable mémoraliste. Il nous donnera ses conseils et astuces pour lancer son entreprise seul ou en s'associant. Si cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.